Iamotep Uncle Uja Seneb. Tuawenche. Bienvenue à tous les internautes de l'Académie de la culture noire, bienvenue à ceux du mouvement Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinetche ainsi qu'avec Baba Kinkela Omazulu, Kufu Motep Atumra, Akhenaten Shango. Uncle Uja Seneb. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vie Kush Kamit Congo. Et avant même de commencer, je vais poser la question vraiment rapidement pour savoir c'est quoi le mouvement Kush Kamit Congo. Eh bien, autre qu'être être un mouvement, les Kush Kamit Congo est avant tout une religion. Religion ici, dans le sens d'une religion culturelle et non une religion révélée au sens dogmatique. La religion Kush Kamit Congo relève de l'expérience des vies des Haoussars, les mécanismes de la conservation de la mémoire d'Haoussars, ces mécanismes qui veulent que cette mémoire soit authentique, un point, des repères auxquels retourner chaque fois et encore une fois, ces points de repères qui nous connectent depuis les antériorités les plus passées au présent les plus présents, tout comme au futur les plus passés, passe à travers une conservation des mémoires. Et cette conservation des mémoires intactes, donc ça crée des limites, ce que nous appelons la religion Kush Kamit Congo. Et donc maintenant, quand on parle de la vie Kush Kamit Congo, c'est quoi la vie Kush Kamit Congo? La vie Kush Kamit Congo est, disons, la pensée vécue jour par jour. Parce que la vie est composée d'un ensemble d'actes, des mécanismes, entre autres ritualistiques, méditation, qui nous transportent jour par jour. Avec ceci, il est important dans un premier temps réaliser que les modèles de vie Kush Kamit Congo est axé non sur la satisfaction des désirs et des besoins, mais plutôt il est centré et axé sur l'élévation de la conscience. Le but ultime de notre existence est celui de nous élever jour après jour. C'est ainsi donc la religiosité Kush Kamit Congo organise un ensemble d'instruments, d'aptitudes et de circonspection qui doivent nous guider, qui nous guident jour après jour. Voilà donc, dans cette culture religieuse, nous marchons, parce qu'il faut savoir que dans toute culture, la démarche philosophique est importante. Et quand j'ajoute à la démarche philosophique et le mot religieux, tout ce que j'attends, c'est ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, ce n'est pas ce qui est divin dans le sens réservé à un Dieu, mais plutôt sacré a le caractère de quelque chose que l'on se tient pour soi. La authenticité même est sacrée. Le sacré est quelque chose que l'on ne peut oublier, quelque chose qui doit être transmis génération après génération. Elle est un point de départ auquel on est censé chaque fois revenir, chaque fois qu'on se retrouve dans une situation difficile. Voilà donc, tout ceci s'organise autour de la vie communautaire. Il est important de saisir la notion et l'importance de la vie communautaire dans le Kush Kamit Congo. Nous sommes soumis de notre existence sur ce plan de la manifestation matérielle à des pressions constantes. Ces pressions qui sont définies comme ce que nous appelons des radiations. Eh bien, nous sommes tenus à terre par des radiations en provenance du centre terrestre. Du centre terrestre, il y a un noyau qui émet des radiations et que l'être humain absorbe. Et ces radiations ont un impact sur notre vécu du jour le jour. Et la contrepartie de cette radiation, de cet élément, de cette radiation, de cette force qui nous maintient pratiquement à l'extase et l'élévation spirituelle. Ces deux forces normalement devraient se contrebalancer, c'est-à-dire plus on est attaché aux choses mondaines, à la matérialité, moins on évolue. Plus on est attaché aux choses spirituelles, à l'élévation, à l'évolution, plus on évolue. Mais vient au concert une troisième force. La troisième force, ce sont
le rayonnement cosmique, c'est-à-dire les radiations à provenance du centre galactique en Riba, qui produit une pression énorme sur nous. Alors, nous nous retrouvons pratiquement dans un jeu de 2 contre 1. Et la manière pour nous que nos ancêtres ont développé, d'où l'importance de la compréhension de la religion en tant que science et non en tant que propagande, est celui bien, de réaliser une contrebalance, passer de 2 contre 2 à 2 contre 1 à 2 contre 2. Dans un premier temps, nous avons les dépressions, c'est-à-dire 1 en provenance du centre galactique, 2 en provenance du noyau cosmique, et nous avons l'individu qui doit évoluer. Maintenant, l'individu créant la communauté crée une deuxième entité, et donc il y a équilibre de ces points de vue-là. Et c'est pourquoi dans les couches Kamit Congo, la nature de la vie communautaire est très importante. L'on ne se réalise pas seul, l'on n'évolue pas seul. Toute tendance, toute culture, donc toute littérature portant vers, disons, comment l'on peut dire, l'individualisme est un piège. Pourquoi? Eh bien, dans l'individualisme, l'on ne peut pas évoluer parce que on se retrouve 2 contre 1. Les pressions subies en provenance de la Terre, en composition avec celui en provenance du noyau galactique, nous empêchent tout mouvement. La seule possibilité d'évoluer est dans la communauté. Voilà un des points plus importants de la religiosité haoussirienne, parce que la religiosité Couche Kamit Congo, c'est la religion des Haoussars. Et inutile ici parler de plusieurs religions, parce qu'il n'existe pas plusieurs religions. La toute première religion, et celle dont les traces sont véritières et véridiques aujourd'hui, c'est la religion d'Aoussar. La religion haoussarienne, la toute première religion à exister sur cette terre. Eh bien, ce que nous avons eu par après, ce sont des dérivés n'ayant plus une idéologie, ayant perdu toute idéologie de départ, mais plutôt déformés à des manipulations politiques des personnes. Voilà. Il n'existe qu'une seule religion, la religion authentique et la religion haoussérienne. Et la religiosité Couche Kamit Congo rentre dans cette sphère à plein gré. C'est vraiment très intéressant parce que quand on prend le point et on prend le lien avec la religion haoussarienne ou avec Haoussar, ça remet tout en place. Et brièvement pour dire que quand on parle de la religion haoussarienne, elle a été créée plus ou moins il y a combien de temps? Alors, la religion haoussarienne en premier temps a commencé à exister. Il faut savoir que la religion haoussarienne part avant tout avec les mythes créateurs. Les mythes créateurs ont été instaurés. Les mythes créateurs en vigueur sur la planète Terre, qui, une fois à l'époque des Haoussars, était appelée la planète Ouras. Nous sommes en train de parler de l'arrivée des Haoussars. Cette planète remonte à 310 000 ans. Et il meurt 300 ans après. Il y a 10 000 ans, Haoussar est mort. Et la religion des Haoussars commence autour, disons, les concepts des mythes créateurs qui vont lancer l'essor des civilisations dans les mondes mélanodermes réformés, parce qu'il y a un monde primordial, mélanoderme, qui va de 760 000 ans à 300 000 ans. Ce monde va être réformé pour partir des 300 000 ans jusqu'aujourd'hui. Dans ce monde réformé, en fait, on réintroduit les civilisations. Il y a une reconstruction, une réformation, une reconstruction des civilisations. Et cette civilisation part avec des mythes créateurs. Eh bien, les mythes créateurs ont été installés par Haoussar lui-même et son compagnon, ce fidèle compagnon, Djéouti ou Téouti, accompagné aussi par Api. Alors, les mythes créateurs vont ensuite générer ce qu'on appelle la spiritualité haoussérienne. La spiritualité haoussérienne est née il y a 10 000 ans, à la mort de Haoussar même. C'est à ce moment-là que les mythes créateurs, la nécessité de conserver la mémoire des événements du passé est née parce que Haoussar n'était plus là. Alors, la religion haoussérienne a commencé il y a exactement 10 000 ans, à la mort de Haoussar. Ankuja Seneb, c'est très très intéressant. Et alors, quand on parle par exemple des religions comme le voodoo ou bien les religions orisha, est-ce que ce sont des religions qui maintenant découlent du culte osirien?
Oui, disons, il faut étudier les tendances, ok? Parce qu'il faut savoir qu'à la mort de Aoussar, il faut pourquoi Aoussar est mort, ok? Pourquoi Mhm. Aoussar est mort, c'est très important. Aoussar est mort parce qu'il y a une conteste, il y a une guerre qui se crée, il y a un problème. Et cette guerre n'a jamais fini. C'est la même guerre que nous affrontons chaque jour. Eh bien, Aoussar et les leaders suprêmes de l'Afrique, qui est appelé à cette époque Kankala, dont avec des villes principales, la ville d'Abydos, Abdjou, qui va devenir Abydos aujourd'hui, que nous trouvons disons, sur Kemet, en Égypte antique, et nous avons la ville de Ha euh, Amenhotep. Ok, Amenhotep, c'est la ville qui va devenir après Amenta et qui par après devenir l'Atlanta. Mhm. Atlantis, ok? Il se trouve à 750 km au bord du Maroc, c'est-à-dire c'était un système des îles. Les restes de la première ville de Aoussa, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Canaries, hein. Cet archipel qui a disparu, qui s'est enfoncé dans l'eau, provoquant la naissance, disons, a provoqué la montée de ce qu'on appelle le continent américain aujourd'hui. Parce qu'au large de l'Amérique, il y avait un autre continent qu'on appelait les Mous. Les Mous et l'Atlantis ont sombré et à la place est né les États-Unis, comme disons les continents américains comme nous les connaissons aujourd'hui. En fait, les Amérindiens sont partis du continent Mou, les rescapés du continent Mou vont se retrouver dans les continents américains que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a une guerre qui a commencé il y a très 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 longtemps, et cette guerre oppose ce qu'on appelle les pays de la lumière aux pays de l'obscurité. Eh bien, les pays de l'obscurité, c'est la Méditerranée avec pour centre culturel Sumer. Les pays de lumière, c'est Kankala avec pour centre Abydos qui va devenir plus tard Kemet après, disons, quand l'Amenhotep Amenhotep va s'effondrer. Eh bien, le Kankala est riche de ses richesses, une population qui est en train de grandir, évoluer. Eh bien, de l'autre côté, Sumer qui est sous le contrôle des Seth, les gens sont dans l'esclavage. À l'époque, les Noirs qui habitent là-bas sont dans l'esclavage. Et Seth n'aime pas l'humanité. Il déteste l'humanité. Et les voir libres, c'est quelque chose qu'il a toujours détesté. Eh bien, les guerres les attaques, les assauts vont continuer pour remettre cette humanité qui avait été libérée par Aoussar de l'esclavage des Anunnaki. Il va chercher encore, continuer à les remettre dans l'esclavage. Et ces tentatives-là vont porter à la mort de Aoussar. Mhm. Aoussar mère, eh bien, il y a toute une intrigue politique très particulière à étudier qui vont faire si que les Anunnaki vont commencer à s'infiltrer dans les relations, dans les cultures, disons, des Kankala aussi, parce que l'objectif était celui de faire disparaître toute trace de la religion osirienne, parce que la religion osirienne avait pour objectif la libération de l'homme, l'affranchissement de l'homme de l'esclavage des Anunnaki. Par contre, les religions Anunnaki avaient pour objectif le maintien de l'homme dans l'obscurité, le maintien de l'homme dans la domination des forces dites divines qui sont en fait des forces Anunnaki. Et voilà, donc aujourd'hui, il est très intéressant de faire la part des choses. Nous ne pouvons pas dire de tel point à tel point nous avons une religion assyrienne, mais nous devons observer les contenus de cette religiosité. Quand l'objectif est celui d'affranchir les hommes, eh bien nous sommes devant la religion assyrienne. Mais quand le but est celui du maintien des dogmes, du contrôle des populations, nous sommes devant des religions sous influence Anunnaki, parce que l'anunnakisme c'est un système politique, ce n'est pas une religion. Nkoudja Seneb. Je pense que c'est très très important et très très bien élaboré parce que justement, je dirais même pour moi, des fois quand on regarde la diversité qu'on a aujourd'hui, des fois c'est difficile à comprendre que beaucoup de traditions mélanodermes ont une même souche ou ont des souches qui sont vraiment similaires. Et donc, c'est quand on rentre dans le contexte de, par exemple, il y a 10 000 ans, c'est là maintenant qu'on peut maintenant voir de manière plutôt, on peut voir comment la vie est valorisée aussi, je dis des fois. Et on peut voir comment vraiment on œuvre pour se connecter à soi-même aussi dans ce point de vue. Nkoudja Seneb. Absolument. Et donc, la vie mélanoderme, la vie Kush-Kamit Congo, je voulais dire, je vais essayer de donner un exemple
une personne, une Sénète, une Moods ou un Sen Kouchkami de Congo, comment sa vie se passe chaque jour. C'est ça l'objectif plus ou moins de notre émission. Mhm. Eh bien, chaque matin, nous nous réveillons avec la gratitude. Quand nous nous réveillons avec la gratitude pleine dans le cœur. Nous disons Douanecher pour nous avoir permis de nous réveiller dans un monde plein de bonheur, plein de potentialités. Nous ne pouvons parfois ne pas voir les bonheurs, la richesse du monde, mais souvenons-nous qu'elle est pleine de potentialités. La transformation de ces potentialités en richesse, c'est notre devoir, notre mission de vie. Voilà, nous nous réveillons avec cet esprit dans le cœur et nous battons 3 fois les mains de cette manière et nous disons Douanecher. Après avoir fait cela, nous allons faire nos besoins matinales parce qu'après nous devons nous présenter devant Aoussar. Et nous ne nous présentons pas devant Aoussar, ça, c'est-à-dire nous avons ce que nous appelons les oblutions. Les oblutions matinales sont importantes. Quand nous avons fait les oblutions matinales, eh bien, nous nous retrouvons devant la forêt Mouka, ok? Et dans la forêt Mouka, nous commençons par l'ouverture de la voie. L'ouverture de la voie. Après l'ouverture de la voie, nous avons un ritualistique aussi qui s'est fait sur la forêt Mouka. Après la ritualistique à forêt Mouka, nous avons la méditation matinale. Les 5 méditations journalières que nous avons appelées le système Amonora, que nous avons appelé aujourd'hui la voie d'Aoussar, ok, commence par la méditation matinale. Nous avons une méditation matinale. Et après cela, nous avons notre méditation à 12 heures, ok, qui porte un nom particulier. Et chaque méditation a un nom bien particulier. Alors, la méditation matinale part entre 6 heures à 9 heures. Et puis, nous avons une seconde méditation qui est, au fait, une célébra, qui n'est pas vraiment une méditation. Nous pouvons opérer une méditation, mais nous avons ce qu'on appelle les contours des astres. Hein. On tourne autour des astres la danse des astres, nous pouvons dire. La danse des astres s'est fait à 12 heures. Nous avons une autre danse à 15 heures. Nous avons une danse à 18 heures. Donc 12 heures, 13 heures, 15 heures, 16 heures, 18 heures, 19 heures. Et nous avons la dernière danse qui est aussi suivie d'une méditation. Donc, les plus grandes méditations, c'est celui du matin, c'est-à-dire la méditation Aoussar. Et puis, nous avons la méditation du soir que nous appelons Nouts. Les 2 méditations, disons, méditation principale. Entre cela, nous avons celui de midi qui est Hérou. Nous avons celui des 15 heures qui y est, je pense, la Mahat, oui, non, Eru-Ur, nous avons Eru-Ur à 15h et celui de la Mahat à 18h. Voilà, et quand nous finissons, chaque fois que nous faisons une méditation, nous le faisons toujours, ce n'est pas une obligation, mais la meilleure méditation est celle qui est faite devant la forêt Mouka. La religiosité Kouchkami de Congo propose une relation particulière avec les ancêtres que nous appelons les Akou en Médounécher, pour lesquels nous avons un forêt Mouka. Et quand nous mangeons, nous nourrissons aussi la forêt Mouka, nous mangeons avec nos ancêtres. Cette manière, nous maintenons notre mémoire active, la mémoire active qui nous permet de nous connecter depuis Aoussa, en passant par tous les ancêtres qui sont venus avant nous. En Kouchasener. Toi, Wencher. Et donc, je pense que ça, c'est très intéressant aussi pour voir comment faire la pratique et comment... Alors, pour dire la vérité, c'est aussi, j'allais poser la question de comment les personnes peuvent prendre contact ou faire des rituels dans la communauté aussi. Comme tu demandes les rituels des groupes? Oui. Oui, les rituels des groupes sont très importants. Comme je dis, quand je l'ai dit au début, la communauté est le point central.
Sans la communauté, on est perdu. Et donc, nous avons aussi, nous pouvons avoir des aforemouka collectifs, les aforemouka des communautés, ou tout simplement nous pouvons recevoir des autres personnes dans sa maison et ensemble utiliser sa propre aforemouka. Alors, cette possibilité est trop offerte aux différentes communautés dispersées un peu partout dans le monde Kouch-Kamit Congo. Et ces communautés peuvent se retrouver à voir disons, réaliser des ritualistiques d'ensemble. Les ritualistiques d'ensemble peuvent se faire à l'extérieur, spécialement dans ces temps ici, au cours d'une rivière ou devant un aforamouka préparé pour l'événement, ou si on est à des petits groupes, on peut les faire aussi à l'intérieur dans les maisons avec nos aforamouka personnels qui peuvent, ou disons, comme on dit, recevoir. Les aforemouka peuvent recevoir plusieurs personnes qui viennent ensemble célébrer les Akou, les ancêtres. Uncle Jaseneb. Voilà un peu, ça c'est une première proposition, premier point dans ce que nous avons appelé la vie Kouch-Kamit Congo, et comment vivre la vie Kouch-Kamit Congo. Et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les envoyer. Toutes les questions en relation avec la vie spirituelle, la vie religieuse de Kouch-Kamit Congo peuvent être envoyées sur l'adresse mail kouchkamitcongo@gmail.com, ou vous pouvez directement m'appeler à mon numéro, m'écrire sur WhatsApp ou sur Telegram en utilisant le numéro 0044 77363D 0959. Uncle Jaseneb. À la prochaine. C'est le petit. C'est